Imaginez un instant, un monde où parler de science pourrait littéralement vous coûter la vie. C'est un peu fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un livre qui, en plein XVIIe siècle, a osé tout bousculer. Un livre qui a changé les règles du jeu pour toujours. Alors voilà notre programme. On va commencer par planter le décor dans cet univers du XVIIe siècle qui était, on va le voir, assez dangereux. Ensuite, on fera connaissance avec notre innovateur et sa solution franchement brillante. Après, on s'invitera dans les salons de l'époque pour écouter ces fameuses conversations. Et enfin, on mesurera l'impact incroyable de cette œuvre, une vraie révolution. Allez, on remonte le temps, direction le XVIIe siècle. C'est une période de découverte absolument fascinante, mais aussi de très, très grands risques. À cette époque, une idée nouvelle, ce n'était pas juste une source de débat, ça pouvait vous envoyer directement au bûcher. La question était donc là, entière. Comment on fait pour partager une découverte qui peut changer notre vision du monde, quand on sait que ça pourrait être un aller simple pour l'échafaud? C'était le dilemme de tous les grands penseurs de l'époque. Et là, cette chronologie, elle parle d'elle-même. Regardez bien, on est en 1686, mais seulement 53 ans plus tôt, Galilée est forcé de renier ses propres découvertes, juste pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Et avant ça, Giordano Bruno a carrément fini sur le bûcher. Donc le risque, il n'était pas juste théorique, il était bien réel, et l'ombre de l'Inquisition planait sur tout le monde. En fait, le problème était double. D'un côté, la science était inaccessible, enfermée dans des pavés écrits en latin que seuls quelques érudits pouvaient lire. De l'autre, elle était dangereuse, parce qu'elle venait bousculer de plein fouet les dogmes religieux. Il fallait donc être un communicant hors pair et surtout incroyablement audacieux. Et c'est justement là qu'intervient notre homme, Bernard Lebouillet de Fontenelle, un personnage fascinant, à cheval entre le monde des sciences et celui des salons parisiens. Et il va trouver une solution d'une élégance redoutable. Alors, qui est ce Fontenelle? Eh bien, c'est l'homme parfait pour cette mission. Pensez-y. Neveu d'un des plus grands dramaturges de son temps, Pierre Corneille, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences. Il avait ses entrées partout. Il savait parler aux savants comme aux gens de la cour. Et voilà sa devise qui résume tout. Traiter la philosophie d'une manière qui ne fut point philosophique. En gros, son but, c'était de dépouiller la science de son jargon austère pour la rendre aussi agréable et captivante qu'une conversation entre amis. Mais alors, comment il a fait, concrètement? Sa méthode est tout simplement révolutionnaire pour l'époque. Au lieu d'un traité bien lourd, il va inventer un format totalement inédit. C'est un vrai avant-après. Avant lui, on avait des textes denses, en latin, pour un tout petit cercle d'hommes. Avec lui, on passe à un dialogue en français, plein d'esprit, léger, charmant, destiné à un public beaucoup plus large. Fini le cours magistral, bonjour la conversation. Et le cadre est incroyable, imaginez la scène. Un parc, la nuit, au clair de lune. Un philosophe discute avec une marquise aussi intelligente que curieuse. On n'est plus dans un cours de science, on est presque dans une scène de Roman Gallon. La science devient un jeu de séduction intellectuelle. Et c'est là tout le coup de génie. Premièrement, il rend la science accessible, notamment aux femmes, qui étaient totalement exclues du savoir officiel. Deuxièmement, il rend l'apprentissage tendance. C'était chic de parler des étoiles. Et surtout, ce ton léger, presque badin, permettait de faire passer des idées très subversives, comme l'existence d'autres mondes habités, sans en avoir l'air. On instruit, mais on divertit en même temps. C'est la clé. Bon, mais de quoi il parle exactement, ce philosophe et cette marquise pendant leur balade nocturne? Approchons-nous un peu pour écouter leur conversation. Le voyage est progressif mais vertigineux. En 6 soirées à peine, le philosophe emmène la marquise de l'idée, déjà folle pour l'époque, que la Terre tourne autour du Soleil, jusqu'à l'hypothèse d'un univers infini rempli d'autres mondes habités. C'est un voyage mental absolument extraordinaire. Et pour y arriver, pour faire comprendre des concepts aussi abstraits, Fontenelle est un maître des analogies. Il en utilise une, particulièrement célèbre, pour montrer que parfois, les choses les plus incroyables se trouvent juste sous notre nez. Le philosophe décrit à la marquise une société étrange, où une règne unique commande, où les mâles sont sacrifiés juste après s'être accouplés. La marquise est horrifiée, elle trouve ça barbare, contre nature. Pour elle, une telle société est tout simplement impossible. Et c'est là que le philosophe, avec un petit sourire, lui révèle qu'il ne faisait que décrire la vie des abeilles. La leçon est magistrale. Notre univers est rempli de merveilles qui défient notre imagination. Il suffit juste de prendre le temps de regarder. L'impact de ce petit livre a été bien plus qu'un simple succès en librairie. Non, c'était une véritable déflagration culturelle. On va voir pourquoi. Pour comprendre, il faut savoir que le livre paraît en pleine querelle des anciens et des modernes.
C'était le grand débat de l'époque. Est-ce que les œuvres de l'Antiquité sont insurpassables ou est-ce que le savoir moderne, la science, peut les égaler, voire les dépasser? Fontenay, lui, était clairement le chef de file des modernes. Et son livre, c'était la preuve vivante que la science et la littérature de son temps pouvaient créer quelque chose de complètement nouveau et de passionnant. Son succès a été une victoire immense pour le camp du progrès. 1686, il faut retenir cette date. C'est un tournant. C'est l'année où la science sort de son ghetto d'experts pour devenir un sujet de conversation pour tout le monde, une partie de la culture. Finalement, son héritage est juste énorme. On peut dire qu'il a inventé la vulgarisation scientifique telle qu'on la connaît. Il a montré que la littérature était un outil formidable pour rendre la science accessible. Et surtout, il a allumé cette étincelle de curiosité, cet esprit critique qui va embraser tout le siècle suivant, le siècle des Lumières. Au final, Fontaine a utilisé les outils de son temps, le charme et la conversation, pour diffuser le savoir. Ça nous laisse avec une question, plus de 300 ans plus tard. Aujourd'hui, avec tous nos moyens, quels sont les meilleurs outils pour continuer cette mission, pour partager la connaissance et faire reculer l'ignorance? Une question qui, je pense, n'a jamais été aussi pertinente.